Je suis très heureux de juste introduire très rapidement cette table ronde. C'est mon ami Jean-Marie qui va la modérer. Mais pour moi, entrepreneur depuis 40 ans, il est très important d'avoir accès au financement. J'ai bien souvent eu différentes problématiques et loupé des projets par manque de financement. Et surtout, d'avoir les bons partenaires financiers. Parce que l'argent, c'est une chose, mais le savoir-faire, savoir-être et la bienveillance du monde de la finance et les compétences en est encore une autre. Alors Jean-Marie, à toi, je te passe le micro. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai la charge et le grand bonheur d'animer cette table ronde sur le capital investissement. En fait, c'est dans ces métiers-là que j'ai fait la majeure partie de ma carrière. Et je souligne le fait que je connais Dominique Gâteau depuis bientôt 40 ans, puisqu'il était encore élève à ce qui s'appelait encore à l'époque l'École nationale supérieure des mines de Douai, qui s'appelle aujourd'hui Institut Mines Télécom Nord-Europe. Et moi, j'étais jeune chargé d'affaires d'une société de capital investissement régional qui existe encore, Finorpa. Voilà, un de mes premiers dossiers start-up financés par Finorpa, c'était la société Jiméor, qui développait dès les années 85 un logiciel architecture 3D. À l'époque, c'était les matériels informatiques qui limitaient le développement. Voilà, Dominique, après, a traversé l'Atlantique. Je suis resté en relation avec lui. Et je l'accompagne aujourd'hui dans son dessein de recréer une filière de compétences, un cluster, appelez-le comme vous voulez, dans le domaine de la réforme du BIM. Voilà. J'ai le plaisir de vous présenter, mais ils vont le faire eux-mêmes. Moi, je les présente très très rapidement. Anthony Dubut, donc de France Invest, qui représente aussi France Invest, ex-AFIC, pour ceux qui connaissaient, président du directoire d'Innovafonds. Jafar Karkar, c'est ça, qui est chargé d'investissement dans une structure spécialisée, puisque filiale de BTP Capital Investissement. Et puis Jérôme Révy, qui vient juste d'arriver avec le métro, venture partner de NCI Gestion. Voilà, je vous laisse vous présenter. D'accord, merci beaucoup. Donc moi je représente BTP Capital Investissement, qui est une société de capital risque qui finance à la fois les startups, les PME, les grands groupes, les ETI. Et on a pour spécialité d'investir uniquement dans le secteur du BTP, les secteurs connexes, par exemple les bureaux d'études, les espaces verts, tout ce qui se rapporte en tout cas au monde du bâtiment et à l'acte de construire. Donc moi je représente NCI, Normandie Capital Investissement, qui est sorti de la région Normandie désormais pour investir partout en France. Et moi, je suis un entrepreneur et Dominique a dit tout à l'heure que c'était important d'avoir les bons partenaires. Et un partenaire financier, c'est bien, mais un partenaire qui connaît le business, le métier, qui est capable d'accélérer commercialement une start-up, c'est aussi bien. Et c'est pour ça que j'ai rejoint cette société de gestion pour monter un fonds dédié à la ville de demain, au sens large, avec la thématique Constructech. C'est pour ça qu'on se connaît bien avec Jafar. La dynamique PropTech également. Et puis, évidemment, la Smart City. Et puis, un petit peu en sous-jacent de tout ça, toutes les questions liées à l'énergie, la rénovation énergétique, les nouvelles mobilités, etc., etc. Voilà. Donc, moi, j'ai 44 ans. Donc, vous avez compris mon métier. Ce n'était pas d'être financier. J'étais un entrepreneur dans la PropTech depuis très longtemps. Et j'ai fait le pas dans le capital investissement pour accompagner les startups que nous aurons dans notre portefeuille. Bonjour à tous. Anthony Dubut, j'interviens avec deux casquettes. La première, c'est celle de France Invest. Donc France Invest, c'est l'association professionnelle qui réunit l'ensemble des acteurs du capital investissement français, qui va à la fois du capital risque jusqu'au capital transmission sur toutes les strates de développement. Et aujourd'hui, donc on a 3 représentants de notre profession qui peut intervenir dans l'accompagnement effectivement de toutes les sociétés françaises dans leur développement. Et ce que disait mon confrère est important, c'est-à-dire qu'on est là pour développer les entreprises,
les accompagner dans la croissance, leur permettre de se structurer quand elles sont toutes petites et de consolider leur marché quand elles sont plus grosses. Ma seconde casquette, je suis président et fondateur d'Innovafond, qui est une société de gestion spécialisée dans l'investissement en capital de sociétés industrielles ou de services à l'industrie, et sur un stade de développement qu'on qualifie de small ou mid cap, c'est-à-dire des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 200 millions d'euros, en France et à l'international. Merci. On vous redonnera la parole pour quelques chiffres sur les statistiques d'investissement, puisque France Invest a souvent la primeur de ces chiffres-là. Alors, comment aborder ce sujet un peu complexe du capital investissement, rapporté à nos métiers de l'AEC? Je vais le faire, si vous permettez, en 3 volets. D'abord, en rappelant l'impérieuse nécessité de mobiliser des fonds propres qui sont irremplaçables, en définitive dans le financement de certains besoins des entreprises. Je vais vous parler de l'importance dans ces métiers de la construction et de l'aménagement d'avoir une concomitance forte avec les territoires, bien sûr, puisque les aménageurs sont souvent les aménageurs publics. Et enfin, conclure sur la façon dont on pourrait se faire approcher ces métiers de la construction du capital investissement. Alors, l'impérieuse nécessité, bah oui, je pense que tout le monde a conscience que l'intervention en fonds propres est absolument irremplaçable pour un certain nombre d'étapes de la vie de l'entreprise, la création, le développement, la croissance, le retournement, and so on. Évidemment irremplaçable sur la problématique de l'innovation. Alors tout à l'heure, on avait un témoignage d'Antoine Motte qui parlait du développement de son entreprise sur la fabrication d'imprimantes 3D de grande dimension. Lui considère qu'en France, pour passer de 0 à 1, il existe toute forme de financement public, souvent, d'accompagnement de l'ADEME, de BPI France et peut-être des premiers investissements bancaires. Pour passer de 1 à 10, c'est déjà compliqué. Et de 10 à 100, là, ça devient extrêmement complexe. Donc, c'est utile quand même qu'on en parle entre nous. Alors, le plus efficace donc, de ces financements, parce que il est capable de prendre des risques, ce que ne font pas les banques, elles ne sont pas là pour ça, et en particulier dans les programmes innovants, capable d'assurer un effet de levier important, puisque ce sont des créances de dernier rang, j'ai l'habitude de dire. Alors, on n'investit pas pour perdre la créance, mais c'est lié à l'effet de levier. Permet l'élargissement de l'assise financière de l'entreprise, c'est un financement stable à long terme. La rémunération est majoritairement a posteriori, quand le projet se traduit par un succès, bien sûr. Et puis l'entrée d'un partenaire professionnel au capital, voire à son board, rassure par la crédibilité portée sur la situation de l'entreprise et ses projets, l'amélioration de la qualité de ses outils de reporting, bien sûr, et puis la mise à disposition du réseau de l'investisseur. Ce capital d'investissement permet aussi l'accélération du développement de l'entreprise, évidemment. Donc on parle des startups, des premières étapes de gestion de l'innovation, mais bien sûr, le développement de l'entreprise est aussi facilité par le rachat permis par la croissance externe. Ça, c'est le contexte général. La France est quand même considérée comme un pays qui est un peu en retard par rapport aux autres pays européens, voire mondiaux, les pays anglo-saxons, par sa capacité à prendre des risques et à soutenir des clusters éventuellement, et par les moyens financiers mis à disposition. Donc on parle beaucoup de licornes aujourd'hui, c'est-à-dire de sociétés créées depuis peu de temps, qui atteignent et dépassent le milliard de valorisation. Est-ce que pour atteindre ce milliard de valorisation, on n'est pas contraint d'aller chercher des financements étrangers pour pouvoir accompagner cette croissance? Voilà, je vous lance sur cette première question et peut-être avec des chiffres. Jean-Marie, je ne vais pas répondre directement à ta question, mais je pense que vous allez comprendre le sens de mon intervention. Alors, quelques chiffres. Le marché du capital investissement français a levé l'année dernière 25 milliards. Ces 25 milliards, je n'ai pas le nombre de sociétés de gestion que ça représente, mais ça représente plusieurs centaines de fonds. Hein. Chacun avec des thématiques différentes. Et là, on en représente 3 typiquement. En face de ça, il y a eu 24,7 milliards d'investis.
l'année dernière. Sur ces 24,7 milliards, ça représentait 2681 entreprises. Et sur ces 2681 entreprises, 1192 correspondaient à du capital innovation. Donc c'est déjà pour vous apporter la contradiction sur comment le capital investissement intervient au niveau des entreprises, parce que si vous comptez le nombre de PME et de TI en France, et si vous le rapportez aux 2681 transactions, dont 1192, et je vais arrêter avec mes chiffres, hein, dont 1192 en capital d'innovation, je pense que c'est, et on peut remercier la BPI, puisque c'est grâce à eux, il y a 15 ans maintenant, moins 15 ans, quand la BPI a été créée autour de 2010, que ça a permis un véritable élan pour favoriser l'émergence de fonds d'innovation qui, auparavant, étaient boudés de beaucoup d'institutionnels, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ces institutionnels contribuent justement à faire grandir cet écosystème. Ensuite, pour apporter une seconde contradiction, en réalité, on est aujourd'hui un marché extrêmement attractif au niveau européen et même au niveau mondial. Alors, ensuite, la problématique, c'est qu'on traite d'un marché petit, la France. Comment est-on capable, pour les startups en question, d'adresser un marché européen ou mondial? Et quand on se compare à des Américains, effectivement, leur marché, déjà, leur suffit, entre guillemets. Donc, c'est plus simple. Et alors, je vais encore aller plus loin, et ça concerne, je pense, le cluster en question. Sur ces 1192 investissements en capital innovation, il y en a 731 qui correspondent aux métiers de l'informatique, du logiciel et du numérique. Donc, et si on rapporte maintenant ces 731 par rapport aux 2600 opérations totales, on voit bien que, quand même, je pense que le marché du capital investissement répond, en tout cas au niveau où il peut répondre, à la demande. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est sur un marché qui est relativement mûr, quand on considère justement toutes les spécialités qu'on peut avoir. Donc là, on parle du bâtiment, là, on parle des sujets de smart city, de PropTech, etc. Moi, c'est l'industrie, mais on n'est que des exemples qui permettent de répondre aux problématiques de ces fondateurs, créateurs d'entreprises, développeurs, et pour leur apporter effectivement, comme tu disais, des fonds propres. Mais la vraie valeur, c'est pas les fonds propres qu'on apporte. Quand on s'adresse à des, entre guillemets, à des experts, c'est effectivement l'accès à des réseaux pour accélérer le développement. Voilà, je donne la parole à mon... J'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que de dire que une société de gestion, c'est comme une start-up. Elle lève également des fonds. Parce que pour pouvoir les investir dans des projets comme ceux qui nous sont proposés tous les jours, nous devons nous-mêmes aller lever de l'argent auprès d'investisseurs qui sont en majorité des institutionnels, en tout cas en volume, et puis pour une part aussi des entrepreneurs ou des corporates qui veulent identifier des problématiques d'innovation chez eux et qui veulent participer à au partage du deal flow avec nous. Donc, il faut savoir que, en général, il y a quand même de l'argent sur les marchés. Cet argent, il est quand même pas si facile à aller chercher parce que il est très concurrencé. Il y a d'autres placements qui existent pour des institutionnels, notamment dans l'immobilier, par exemple, ou dans des placements en capital développement, qui sont peut-être un petit peu moins rentables que les placements en capital innovation, mais qui sont beaucoup plus sûrs. Et donc, c'est un combat pour toutes les sociétés de gestion de tous les jours d'aller rassurer nos investisseurs sur notre capacité à tirer de la performance. Et c'est de cette capacité-là qu'on arrivera à investir davantage d'argent dans les startups. Donc, je voudrais juste que vous ayez conscience de cet élément-là dans votre réflexion. Oui, enfin, je pense, je ne l'ai pas dit, mais en toile de fond, évidemment, il faut quand même comprendre qu'un fonds de capital investissement est beaucoup plus à risque, beaucoup plus exposé sur des pertes lorsque l'opération évolue mal qu'un fonds de prêt bancaire. Hein. Évidemment, on passe de 1 à 10, peut-être à 20 d'ailleurs. Hein. Ce qui fait que pour vivre, un fonds de capital investissement doit rechercher la rentabilité. C'est absolument incontournable. Et après, c'est un partage de cette rentabilité
et de ses plus-values potentielles avec le dirigeant, qui est souvent actionnaire majoritaire. Moi, je rejoins complètement les propos de mes confrères et je veux juste abonder sur l'effet réseau et l'effet expertise. L'apport qu'on apporte nous, et c'est souvent un point que je dis aux entrepreneurs, c'est qu'on ne vous apporte pas que de l'argent. Si vous venez juste chercher de l'argent, on ne va pas faire la différence et d'ailleurs, ça ne nous intéressera pas d'investir. Par contre, c'est pour vous aider à vous apporter à la fois notre expertise métier. Par exemple, si vous avez un sujet de levée de fonds, on est aussi expert du sujet et on peut vous aider à faire cette levée de fonds. Ou sinon, plutôt sur une expertise métier ou une mise en réseau. Nous, par exemple, chez BTP Capital Investissement, on est reconnu dans le métier, en tout cas du BTP. Et à ce titre, on est en capacité de mettre en réseau avec l'ensemble des entreprises où on est investisseur, mais également avec tout le réseau de nos actionnaires et le réseau des gens qu'on rencontre. Donc voilà. Après, sur un dernier point important, c'est que effectivement, vous, quand vous venez nous rencontrer, vous ne voyez que en fait la rencontre qu'on a nous avec vous. Par contre, nous, on a à peu près un deal flow assez étoffé. On reçoit plusieurs dossiers par jour, par semaine, et finalement la sélectivité est assez importante. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre et qui vous le voyez pas forcément quand vous nous rencontrez. Donc voilà. Absolument. Ce qui me permet de passer à la deuxième question sur les réseaux. J'indique que le financement de l'innovation et le développement des territoires porte une fructueuse concomitance. Alors, en particulier dans les métiers de la construction et de l'aménagement, évidemment, puisque les collectivités sont pilotées par des conseils d'élus, conseils municipaux, conseils communautaires, qui prennent des risques aussi en investissant et qui se sentent évidemment très concernés par le développement de compétences et de capacités sur leur territoire. Et c'est vrai qu'un territoire dépend de la richesse de son tissu économique, ça c'est clair, qu'il compose, et ses capacités à bénéficier économiquement et socialement des mutations technologiques reposent sur l'existence d'entreprises innovantes et responsables, qui se développent d'autant plus aisément que se constituera une filière de compétences territoriales. La proximité au territoire est donc cohérente avec, pour les investisseurs en capital, dont la vocation est certes de pérenniser et d'accélérer la croissance des entreprises jusqu'à l'ETI, mais aussi comme acteur régional d'impacter son territoire afin d'améliorer son deal flow et de se rapprocher de ses participations. Alors, quelles sont vos approches sur ces opportunités de réseautage, de partenariat, tant au sein des entreprises que vous soutenez qu'envers les territoires qui les accueillent? Simplement pour redonner un point important, c'est que vous avez plusieurs typologies d'investisseurs. Vous avez des fonds régionaux, c'est-à-dire qui n'investissent que dans la région et qui, grosso modo, sont composés d'acteurs régionaux, de collectivités parfois, et qui investissent pour de la création d'emplois. Ils sont beaucoup moins regardants sur la performance du fonds, il faut quand même le dire. Et puis vous avez une autre typologie d'investisseurs en innovation qui sont des fonds nationaux, qui ont des poches beaucoup plus grandes, qui sont capables d'aller investir aussi bien à Lille qu'à Marseille, et qui ne sont pas toujours très spécifiques. Et donc l'approche régionale, elle est aussi un argument pour un fonds qui lui permet de lever de l'argent auprès d'une certaine typologie d'investisseurs qui aiment qu'on investisse dans leur région. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a une typologie hybride d'investisseurs dont je fais partie, qui sont des investisseurs multirégionaux, c'est-à-dire qui ont à la fois une capacité d'être présents sur les territoires parce qu'ils ne sont pas que à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas depuis la capitale qu'on arrive à voir facilement certains projets qui se développent au fin fond du Pays Basque et qui arrivent à maintenir une relation suffisamment importante et intéressante avec des souscripteurs ou des partenaires qui sont dans la région. Et donc, cette typologie d'investisseurs multirégionaux, elle est assez intéressante pour des entreprises qui innovent dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, etc. Parce que c'est un secteur qui est très régionalisé. C'est-à-dire que quand vous signez un contrat avec Bouygues Construction à Paris, ça ne veut pas dire qu'il pourra s'appliquer à Bordeaux. Et donc, il est toujours nécessaire d'aller vendre en région quelque chose. Et l'avantage d'un réseau d'investisseurs
multirégionaux, c'est de pouvoir avoir cet effet démultiplicateur dans des régions dans lesquelles on n'est pas. Et ça nous permet, nous, d'aller aider des startups à s'implanter aussi bien en Normandie qu'à Lyon ou qu'à Nice, avec des partenaires régionaux du métier de la construction, du BTP, etc. Donc, Filière de compétences. exactement, filière de compétences. En fait, les fonds d'investissement aujourd'hui, généralement, s'engagent sur un engagement RSE ou ESG, en fait, environnement, social et gouvernance, auprès en fait, de leurs souscripteurs. Et dans cet engagement-là, dans les entreprises dans lesquelles ils vont investir, ça va être de favoriser l'emploi local, voire même l'action locale. Et c'est un point très important qui tend en fait à de plus en plus aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marie, sur un engagement local et en même temps qui peut aller au-delà au niveau national. Donc en tout cas, nous, on est aussi attendus sur l'engagement RSE et donc sur la création de l'emploi et sur l'ensemble d'actions qui peuvent être amenées pour développer le territoire local. Tout à fait, merci. Alors, troisième volet. J'insiste pas. Troisième volet, donc les métiers de l'AEC et le capital investissement. Bon, on sait bien que la modernisation de tous les marchés de compétences est passée par la digitalisation des process, de la gestion des données. Ça s'est passé dans tous les secteurs d'activité, l'automobile, l'aviation, la plasturgie, la mécanique, etc., etc., l'agroalimentaire. Donc la maîtrise des process par la gestion numérisée des données. On n'y est pas encore vraiment arrivé dans l'AEC, architecture, engineering, construction. Alors pour des raisons diverses, en France en tout cas. Les raisons, c'est une multiplicité des métiers, bien sûr, dans tout le cycle de vie de la construction, une multiplicité de la taille des entreprises, les aléas de chantier qui amènent une incertitude permanente, mais c'est un peu lié au reste, et puis peut-être une normalisation très importante de ces métiers-là qui rend les maîtres d'ouvrage d'abord et les maîtres d'œuvre ensuite très responsables sur la tenue dans le temps de leur construction et sur la normalisation des matériaux utilisés, des process utilisés. Bon, on additionne tout ça et on constate que la numérisation de ces métiers est très en retard, a priori, pour des raisons donc, que je viens d'évoquer, qui se traduit par sans doute une difficulté particulière pour les investisseurs que vous êtes à appréhender l'efficacité de la gestion de l'entreprise qui vous sollicite et vous freine donc dans vos investissements et dans la modernisation donc globale de ce secteur d'activité. Alors, où en est-on en ce qui vous concerne a priori sur ce secteur-là, et est-ce qu'on n'aurait pas collectivement intérêt à regarder effectivement tout ce qui arrive aujourd'hui dans la numérisation de ces métiers et dans la fédération d'un certain nombre de compétences pour permettre d'aborder cette gestion informatisée de manière un peu plus accessible à tout le monde par une révolution du BIM. Il faut bien appeler un chat, Building Information Modeling, qui aujourd'hui ne s'adresse qu'aux plus grands, dans la mesure où l'offre de logiciels sur le marché est complexe, très cher, difficile d'accès. Et en dehors de Big, Vinci et de quelques autres, Dominique Gatto disait tout à l'heure que 90% des opérateurs n'avaient pas accès facilement au BIM. Qu'en est-il? Est-ce qu'il peut y avoir une amélioration de l'efficacité de gestion par cette numérisation qui vous permettrait de mieux appréhender le risque des projets qui vous sont présentés? Il y a beaucoup de sujets dans ce que tu évoques. Prendre un peu de recul, transformer un secteur comme le secteur de la construction, c'est pas sur des cycles de 5 ans, c'est pas sur des cycles de 10 ans, c'est beaucoup plus long. On parlait du BIM il y a déjà assez longtemps. Or, les cycles d'investissement des fonds sont plutôt entre 5 et 7 ans. Et je voudrais pas être à la place des fonds qui ont investi précédemment dans le BIM parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient pu retrouver leur argent aujourd'hui. Mais l'opportunité, c'est que aujourd'hui,
si on part sur de nouveaux cycles, on a quand même une capacité, je dirais sur 10 ans, à transformer un marché qui a commencé sa maturité il y a 15 ans, on va dire. Et donc, évidemment, plus ça va s'accélérer. L'autre opportunité dont il faut prendre conscience, c'est que, comme tu l'as très bien dit, la productivité du secteur de la construction décline, alors que dans tout le secteur de l'industrie, il augmente. Et c'est particulièrement vrai en France, enfin c'est surtout vrai en France, alors que quand vous comparez la productivité du secteur de la construction, par exemple au UK, il augmente. Et donc, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Et donc, on est obligé aujourd'hui d'améliorer la productivité quand on est dans le secteur de la construction. Et nous, on le voit au travers de nos partenaires, nos LPs, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui mettent de l'argent dans notre fonds, qui sont des gens du secteur de la construction, des ETI de la construction. Ils commencent aujourd'hui à s'équiper, entre guillemets, d'un comité d'innovation ou d'un représentant d'innovation pour essayer de faire rentrer l'innovation petit à petit dans leur métier. Donc c'est le début, ça commence. Et puis il y a un troisième paramètre important, c'est que on a une contrainte réglementaire très importante sur tous les sujets autour de la décarbonation du secteur, qui pèse encore plus sur la productivité de ce secteur, sur sa rentabilité. Voilà, donc, ça aussi, c'est une opportunité pour le BIM de pouvoir se déployer plus facilement. Donc, je dirais qu'on est plutôt dans une période d'opportunité qui démarre, même si elle a mis beaucoup de temps à arriver. Donc, on regarde avec bienveillance tous les projets sur ces sujets-là. Merci. En fait, la réalité des choses, en fait, effectivement, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'obstacles, et je rejoins complètement Jérôme. C'est plutôt un manque d'opportunités qui se présente. Mais après, il y a une réalité, c'est qu'il y a très peu de fonds spécialisés aujourd'hui en France, en tout cas, sur le sujet. Si on doit compter le nombre de fonds spécialisés uniquement sur le secteur de la construction, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ils sont peu nombreux. Et le deuxième sujet, toujours dans le nombre de fonds, c'est qu'on a aussi très peu de fonds spécialisés dans le secteur de la deep tech. Quand on présente ces deux sujets, effectivement, pour bien comprendre les contraintes de la construction, il faut soit être expert du métier ou comprendre en tout cas les thématiques de la deep tech, de l'élaboration de sujets de rupture. Et donc, pour moi, il y a une partie des obstacles qui sont aussi ici. Donc, et qui font la différence par rapport à des États comme les États-Unis, où il y a beaucoup plus de gros fonds qui investissent dans la construction et qui investissent des plus gros montants. Anthony. Alors, pour apporter un petit peu d'optimisme. Merci. L'optimisme, vous allez le trouver comment? Effectivement, on a introduit en disant qu'il y avait plein de spécialistes. Certes, mais il y a plein de généralistes. Et ces généralistes, ils font des choses aussi très bien. Parce qu'en réalité, ce sont des multispécialistes. Derrière, il y a des hommes ou des femmes qui ont une casquette parce que la personne en question était médecin au départ et a une formation de médecin. C'est pour ça qu'elle va pouvoir se spécialiser dans les secteurs de la santé ou de la pharma. Notamment dans l'industrie. Notamment dans l'industrie, etc. Donc, moi, je peux en être le bon exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'opportunité, et on le voit écrit partout. Quand je suis arrivé sur le salon, je vois bas carbone, je vois décarbonisation. C'est cet endroit-là qu'il faut prendre. Puisque là, vous n'allez pas toucher uniquement des experts du bâtiment, des experts des smart cities, vous allez toucher l'ensemble de la communauté des investisseurs en capital. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a un engagement fort qui a été pris à la fois par France Invest et donc par tous les membres qui adhèrent à France Invest pour s'engager vers une décarbonisation de nos industries. D'autre part, Jérôme parlait tout à l'heure de nos souscripteurs, nos investisseurs. Si on peut apporter des ressources suffisantes pour développer les entreprises, c'est parce qu'on a ces souscripteurs derrière nous. Sinon, ce ne serait pas possible. Eux, ils ont eux-mêmes des objectifs, donc qu'on partage. Et effectivement, la thématique du carbone et donc de la décarbonation, et donc on peut trouver des sujets au niveau des matières, des sujets au niveau des procédés, des process. Alors, au niveau des logiciels, je ne sais pas exactement quelle solution vous avez, mais vous devez en avoir plein. Et c'est cet angle-là qu'il faut prendre pour aller lever de l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement la solution technique qui va intéresser. Donc, vous n'allez pas prendre un angle technique pour aller voir un expert. C'est quelle solution vous proposez
à la collectivité, à la collectivité, à vos clients. Et là, vous avez de l'argent disponible. Et dans toutes les strates de développement, que ce soit en capital innovation, en capital développement ou en capital transmission. Et ces sujets, pourquoi ils sont intéressants? C'est pas uniquement parce que y a de la pression réglementaire. C'est parce qu'en fait, si on se projette sur longue période, donc plus long que 5 à 10 ans, on voit bien que ces sujets-là, c'est les sujets d'avenir. Puisque les boîtes qui sont capables de se positionner sur ces thématiques-là, c'est les boîtes qui auront raison dans 5 ans ou dans 10 ans. Et celles qui ne prennent pas le tournant aujourd'hui, sans doute que dans 5 ans ou dans 10 ans, elles n'existeront plus. Très clair. Merci beaucoup pour cet optimisme, cette note optimiste pour l'avenir. Je partage, bien sûr. Un dernier mot? Non? Tout va bien? Merci beaucoup, messieurs, dames. Maintenant, vous connaissez nos trois intervenants. Vous pouvez les solliciter, bien entendu. Donc, merci Anthony, Jaffar, Jérôme. À très bientôt, j'espère.